Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ce troisième cours d'économie monétaire.
Donc, je vous salue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je sais que c'est un peu dur de travailler samedi. Vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, je remercie ceux qui sont présents avec moi, que j'apprécie, parce que moi aussi, je me suis réveillé très tôt pour être à l'heure, bien entendu. Et donc aujourd'hui, on va, comme je l'ai déjà mentionné sur la page de présentation de ce cours d'aujourd'hui. Donc, je vais poursuivre avec vous cette notion de création monétaire, donc qui est fondamentale, donc qui montre un peu le rôle que joue le système bancaire dans la mise en circulation, si vous voulez, des moyens de paiement. Et donc, on avait dit la dernière fois que on doit distinguer deux mécanismes en fait. Il y a un mécanisme dit de multiplicateur du crédit et il y a un mécanisme que je vais traiter avec vous dans un instant, le mécanisme du diviseur. Alors juste pour rappeler un petit peu ce qu'on a vu donc la fois dernière, on a dit que la monnaie aujourd'hui, elle est l'objet d'une production. On produit de la monnaie et cette monnaie, elle est produite à partir d'un certain nombre de contreparties. C'est-à-dire qu'il y a toujours une source de création monétaire et on avait distingué à ce propos trois sources modernes, si vous voulez, de création de monnaie. D'abord, on a dit il y a les créances sur l'étranger, donc c'est-à-dire tous les avoirs en devise que possède un pays, il peut donner lieu à une création monétaire. Donc, je ne sais pas, j'achète du dollar en tant que banque marocaine et je mets à la disposition du client donc la contre-valeur en dirham. Donc, je mets en circulation de la monnaie, je crée de la monnaie. La contrepartie, c'est une devise, ce qu'on appelle une créance sur l'étranger. Il y a donc une deuxième source, c'est les créances sur l'État, sur le trésor public. Le trésor public, vous aurez l'occasion de voir ça au semestre prochain dans un cours de finances publiques où on vous parlera du trésor public comme un banquier et un caissier de l'État. Hein. Donc, le trésor joue un rôle très, très important donc dans une économie. Et lorsque l'État a des besoins de financement, qui ne peut pas couvrir par comment dirais-je, par des ressources propres, c'est-à-dire par des impôts, eh bien, il serait dans l'obligation, s'il veut maintenir le même niveau de dépenses publiques, il serait dans l'obligation d'emprunter. Et à ce propos, on a dit qu'il faut nuancer. Lorsque l'État emprunte sur les marchés financiers, ce qui fait aujourd'hui, ce que font la plupart des États à travers le monde, ils émettent des titres. Ils émettent des titres. Alors en général, c'est des bons, donc qui ont généralement une durée de vie qui est assez courte, si vous voulez, quelques semaines, des fois jusqu'à quelques 2 ans, 3 ans. Ou bien c'est des obligations qui sont en fait des titres de créance aussi et qui sont émises sur le long terme. Donc des fois, on peut avoir des obligations qui ont des maturités de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, des fois même. Donc sur le plan international, on peut avoir des obligations qui ont 25 ans, bien sûr. Alors, donc le but est le même, c'est-à-dire que l'État, il s'adresse à des épargnants, donc des gens qui ont déjà mis de l'argent de côté, que ce soit des ménages, par exemple, ou que ce soit des entreprises. Hein. Donc, vous avez des fois des entreprises qui ont des excédents de liquidité qu'elles essayent de faire valoir, d'essayer donc de placer, de fructifier sur un marché, et donc elles achètent des titres de l'État. Ça peut être on a dit, des caisses de retraite. Donc les caisses de retraite, donc à travers le monde, leur but c'est toujours chercher des moyens qui leur permettent de placer l'argent payé par les cotisants, les futurs retraités. Donc moi je paye chaque mois une retraite. Donc je suis fonctionnaire de l'État, mais l'État me déduit quelque chose de mon salaire. Et cette déduction, bien entendu, elle est versée sur un compte de la CNSS, donc un compte d'une caisse de retraite, bien sûr. Et les caisses de retraite, ce sont des agents financiers, si vous voulez, qui ont toujours des excédents de liquidité à placer. Ils ont toujours de l'argent, donc des clients, et puis ils cherchent les bons produits ou les bons titres financiers qui leur permettent d'assurer la retraite de leurs cotisants, c'est-à-dire de leurs clients dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, etc., etc. Donc là,
Donc, c'est des épargnants, donc ce qu'on appelle des institutionnels. Donc, une caisse de retraite, on les catégorise comme étant un institutionnel. Et l'État, quand il vend des titres, eh bien, ces institutionnels, justement, ils lui prêtent. Donc, ils ont une épargne et ils prêtent à l'État. Après, vous avez des assureurs aussi, les assurances, de manière générale, les compagnies d'assurance, c'est connu aussi à travers le monde, elles ont, pardon, des excédents de liquidité qui sont très, très importants. Vous savez, euh, aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture, il faut l'assurer. Vous achetez une moto, vous l'assurez. Aujourd'hui, on assure, donc on a des assurances vie, on a des assurances contre l'incendie. Donc, on est dans un système où les gens ils essayent de se protéger des risques, notamment risque d'accident, risque d'incendie, donc dégâts, donc matériels, etc. Et les assureurs, c'est ça leur boulot. Donc, leur travail, consiste à collecter, si vous voulez, ces cotisations donc payées par leurs clients. Et tant qu'il n'y a pas un sinistre, tant qu'il n'y a pas mort d'homme ou quand il n'y a pas destruction d'un bien appartenant à un assuré, ben les assureurs, ils vont se contenter d'encaisser de l'argent. Et donc, finalement, ils se trouvent aussi avec des excédents de liquidité très importants qu'ils essayent de placer sur les marchés financiers, sur des marchés monétaires essentiellement. Alors maintenant, pour revenir un peu à ce que je suis en train de vous expliquer, quand l'État s'adresse au marché, en fait, il va emprunter auprès d'épargnants. Les épargnants que je viens de citer, ménages, entreprises, assureurs, caisses de retraite, etc. Donc là, en fait, l'État se finance par l'épargne. Il n'y a pas de création monétaire. C'est-à-dire, certains, ils vont échanger leurs avoirs liquides, notamment une assurance, par exemple, pardon, échanger ses liquidités contre un titre qui rapporte des intérêts et qu'à un moment donné, il va être remboursé. D'accord? Et l'État, bien sûr, il va profiter de cette liquidité, il va accéder à cette liquidité pour financer ses dépenses publiques, que ce soit des dépenses pour financer des investissements, des dépenses pour payer une dette, etc., etc. Donc là, il n'y a pas création monétaire lorsque l'État s'adresse à des épargnants, lorsque l'État mobilise des fonds sur le marché, parce que l'État, il va juste, si vous voulez, accéder à une épargne qui a déjà fait l'objet d'une production quelque part. D'accord? Maintenant, si l'État s'adresse au système bancaire, alors le système bancaire est par définition un agent créateur de monnaie. C'est-à-dire qu'une banque, par exemple, qui achète des titres de l'État, d'accord, on va dire que cette banque, elle va créer de la monnaie à l'initiative de l'État, à l'initiative du Trésor public. D'accord. Donc en fait, on peut se demander, mais pourquoi ces banques, elles doivent jouer le jeu? Alors c'est assez compliqué et c'est en même temps facile à comprendre. Une banque aujourd'hui, euh, elle est tout le temps à la recherche de liquidité. Elle est tout le temps à la recherche de monnaie parce que elle doit faire face à des retraits de clients, elle doit accorder des crédits, elle doit peut-être faire face à une compensation négative en faveur d'une autre banque, etc., etc. Et justement, pour accéder à cette liquidité, on verra ça tout à l'heure à travers la logique pardon, du diviseur de crédit, on va montrer que ces banques, elles veulent tout le temps avoir ces titres parce que c'est le moyen qui leur permet de gagner de l'argent, c'est-à-dire le fait de placer une liquidité dans un titre public. Le titre public, il rapporte un intérêt, donc ça c'est une rémunération très très importante. Et en plus de ça, les titres de l'État sont réputés être des titres non risqués. Okay. Voilà. Donc en fait, ce sont là les deux principaux avantages, si vous voulez. D'abord la rémunération, parce qu'une banque, ça lui sert à rien de garder de la liquidité si cette liquidité, elle lui rapporte rien. Donc en fait, ce sont des titres générateurs d'intérêts, d'accord? Donc en fait, c'est des revenus pour une banque, mais c'est en même temps des titres. En tout cas, les titres publics sont considérés comme étant les titres les moins risqués. Les moins risqués, ça veut dire que l'État, en principe, à ma connaissance, l'État ne fait pas faillite. D'accord? C'est-à-dire que l'État, à travers le monde, malgré toutes les difficultés qu'il puisse avoir pour des fois rembourser une dette, etc., etc., il y a toujours des moyens qui permettent à cet État d'avoir ce dont il a besoin pour faire face à ses dettes. Donc, à court terme, il y a
des mécanismes internationaux qui font en sorte que les États ne fassent jamais faillite. Et donc finalement, pour un investisseur, qui cherche un risque minime ou un risque zéro, si vous voulez, eh bien, le meilleur moyen qui lui permet justement donc de faire d'une paire de coups, c'est-à-dire gagner de l'argent, notamment des intérêts, et en même temps être assuré contre un risque, c'est acheter des titres de l'État. Donc ça, c'est important. Et le deuxième élément très important dont je vais parler, dont je parlerai dans quelques semaines quand je traiterai avec vous la politique monétaire, c'est que une banque commerciale, ce qu'on appelle une banque de second rang, BMCE, crédit, crédit immobilier, Société Générale, etc., etc. Eh bien, quand elles ont besoin d'argent, quand elles ont besoin de liquidité, eh bien, ces banques, justement, quand elles doivent emprunter, par exemple, auprès de la Banque centrale, on verra ça donc, dans le cadre de ce qu'on appelle un système de pension, eh bien, la Banque centrale, pour leur prêter de l'argent, pour prêter de l'argent frais, c'est-à-dire de la liquidité au quotidien, donc c'est chaque jour, eh bien, ces banques, elles doivent donner ces titres en garantie. C'est pour ça qu'une banque, elle est tout le temps à la recherche des titres publics, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, c'est la rémunération. Deuxième élément, risque nul, zéro, hein, donc parce que l'État ne fait pas faillite. Et la troisième fonction, c'est que grâce à ces titres, les banques ont besoin, elles peuvent toujours accéder à de la liquidité, c'est-à-dire emprunter en quelque sorte, même des fois sur une période très très courte, donc une période de 24 heures. Mais celui qui lui prête, notamment ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire la banque centrale, qui est la banque des banques, d'accord? Eh bien, elle va lui demander des titres en garantie. Et les banques, justement, une banque, je ne sais pas, qui veut se financer à 1 million donc de dirhams, eh bien, la BNS, la Banque centrale du Maroc, donc Banque El Maghreb, va essayer ou lui demandera des titres en garantie, bien entendu. OK? Donc ça, c'est important. Et les créances sur l'État ou les créances sur le trésor public sont une source de création monétaire seulement si ces titres sont souscrits par des agents créateurs de monnaie, c'est-à-dire par les banques. Et puis la troisième source que j'avais expliquée la dernière fois, c'était les crédits à l'économie. Ça, c'est vraiment la principale source de création de monnaie. Et on a dit que chaque fois qu'une banque accorde un crédit à un agent économique, notamment un ménage, par exemple, à une entreprise, eh bien, elle va mettre à sa disposition de la monnaie scripturale, c'est-à-dire c'est juste une opération qu'elle va passer sur un compte, donc le compte du client qui bénéficie de cet argent. Et je ne sais pas si par exemple moi je suis client de la banque X et je lui demande un crédit de 200 000 dirhams. Eh bien, si la banque elle a décidé ou a décidé de m'accorder ce crédit, ben, tout ce qu'elle va faire dans un premier temps, c'est écrire cette écriture sur mon compte, passer cette écriture sur mon compte. Elle va dire, Monsieur X, donc maintenant, il dispose de 200 000 dirhams sur son compte. Et moi, une fois que j'ai cet argent, qui est scriptural, donc en fait, c'est une monnaie écriture dans un premier temps, eh bien, je peux en faire ce que je veux. C'est-à-dire, je peux donc le laisser sur le compte, je peux l'utiliser, donc à travers le mobiliser à travers des chèques ou bien à travers des virements bancaires, ou bien tout simplement, je peux aller de temps à autre avec ma carte de crédit ou la carte de paiement, je la mets dans un guichet et je tire l'argent dont j'ai besoin. Ou bien si je déteste les guichets automatiques, eh bien je vais m'adresser au guichet de la banque et je vais leur dire, voilà, donnez-moi 50 000 dirhams, donnez-moi, etc. Et puis le banquier, il va me donner cet argent dans la forme que je souhaite. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que la monnaie, donc on a dit, elle a des contreparties. On ne peut pas créer de la monnaie juste comme ça. Donc la monnaie, elle a toujours une source de création. Eh bien, la question qu'on s'est posée, est-ce que la banque, justement, comment elle le fait? Comment elle crée cette banque? Comment elle crée cette crédit ou comment est-ce que la quantité de monnaie qui circule dans l'économie elle est créée. Donc, ou pour être plus précis, est-ce qu'on peut voir donc le volume de crédit, si vous voulez, maximum qu'une banque peut accorder, sachant que les crédits à l'économie constituent le plus gros de la création monétaire. Les deux autres
bien sûr, les deux autres sources, elles sont des fois, comment dirais-je, elles ne sont pas forcément maîtrisées par la banque elle-même. Les devises, par exemple, donc ça ne dépend pas de la banque. La banque, elle fait rien. C'est juste un client qui vient et puis il cherche à échanger donc ses dollars ou bien ses euros ou bien ses yens japonais contre du dirham et les créances sur le trésor. Donc ça aussi, ça dépend de la politique financière de l'État. Mais par contre, la partie relative au crédit, d'accord, eh bien, c'est la banque qui décide de l'augmenter ou de la baisser, bien sûr. Alors, la question qu'on s'était posée, c'était de savoir jusqu'où une banque, elle peut aller dans la création monétaire. Jusqu'où elle peut aller. Euh, on dit que la banque aujourd'hui, la monnaie, pardon, elle fait l'objet d'une production, mais est-ce que cette production, on peut la faire de manière illimitée? Eh bien non. Eh bien non. Et ce sont ces mécanismes que je suis en train de voir avec vous qui nous montrent la limite qu'on peut se permettre. D'abord, pour le multiplicateur du crédit, on a dit que le point de départ du crédit ou de la création monétaire, hein, donc dorénavant je vais parler de crédit, le crédit c'est la création monétaire, chaque fois qu'on accorde un crédit, on crée de la monnaie, eh bien on a dit que le point de départ du multiplicateur c'est la monnaie centrale, ou ce qu'on appelle la base monétaire. Alors, cette base monétaire, elle est fondamentale. Dans tout système bancaire, dans tout système monétaire, il y a cette base monétaire qui, on l'a définie, on a dit, c'est les billets de banque, d'accord, et l'argent que les banques ont auprès de la banque centrale. Donc ça, c'est le dessous. Donc je veux dire, la plus grande composante de cette monnaie centrale, c'est tout simplement les comptes créditeurs des banques auprès de la banque centrale. La liquidité sous forme de billets, comme vous le savez très bien. On n'a pas des masses. Donc, dans un pays, les billets, bien sûr, on va produire juste parce qu'on doit faire des paiements. Bon, des fois, il y a des gens qui préfèrent payer par des billets. Il y a des gens qui n'ont pas un compte bancaire. Donc, en fait, ils n'ont pas de chèque, ils n'ont pas de carte de paiement. Et donc, on crée une certaine quantité, mais il ne faut pas croire que c'est le plus gros de la monnaie centrale. Le plus gros de la monnaie centrale, c'est ce que le système bancaire, ce que les banques commerciales, qu'on appelle les banques de deuxième rang ou de second rang, par rapport à la banque de premier rang, qui est la banque centrale, eh bien, c'est cet argent que les banques disposent donc auprès de la banque centrale, c'est l'essentiel de la monnaie centrale. Et on a dit que pour le multiplicateur du crédit, une banque pour accorder comment dirais-je, des crédits, il faut qu'elle ait de la monnaie centrale. D'accord? Il faut qu'elle ait de la base monétaire. Alors maintenant, cette base monétaire, elle a plusieurs sources. Elle a plusieurs sources. Ça peut être soit des clients qui sont venus déposer cet argent à la banque, ça c'est une source. Hein, je ne sais pas, on avait parlé de la bonne femme la semaine dernière qui a amené une certaine somme d'argent qui a déposé ça à la banque. Donc c'est de la monnaie centrale pour la banque. Et en fait, le dépôt des clients est une source de monnaie centrale pour la banque commerciale. D'accord? Alors, il y a une deuxième source. La deuxième source, c'est une compensation interbancaire positive. Rappelez-vous de ça la semaine dernière. On avait dit les banques, elles ont des crédits ou elles ont des débits, elles sont à la fois débitrices et créditrices les unes envers les autres. D'accord? Elles sont débitrices et créancières, pour être plus précis, envers les autres banques. Et on a dit que chaque jour, il y a une compensation entre les créances et les dettes des banques qu'elles ont les unes envers les autres. Et il y a des banques qui gagnent de la compensation. Donc, en fait, elles ont plus d'argent sur leur compte à la banque centrale, c'est-à-dire elles ont plus de monnaie centrale, plus de base monétaire, d'accord? Et il y a des banques qui perdent de la liquidité. Je ne sais pas si une banque, elle a une compensation négative, c'est-à-dire c'est elle qui doit de l'argent à d'autres banques, eh bien, elle perd de la monnaie centrale. Donc, la monnaie centrale dont dispose une banque, elle a pour source la compensation interbancaire, positive, bien sûr. Alors, cette source de liquidité, elle peut provenir, par exemple, de vente de devises. D'accord? C'est-à-dire,
une banque, quand elle vend de la monnaie étrangère, en fait, celui qui lui achète ces devises, eh ben, il lui donne de la monnaie centrale. Je ne sais pas, par exemple, certains d'entre vous vont un jour étudier à l'étranger et pendant un certain temps, vos parents, peut-être, ils vont vous faire un petit transfert à l'étranger. Donc, en euros, ça dépend où vous allez être, en Corée, ou aux États-Unis, Canada, ou je ne sais pas. Alors, lorsque votre père, par exemple, ou votre mère, elle donne à la banque l'ordre de transférer une certaine somme d'argent sur votre compte à l'étranger, eh bien, la banque, elle ne va pas faire ce transfert si elle ne reçoit pas de la monnaie centrale. C'est-à-dire, votre père ou votre mère doit verser cet argent à la banque en dirham, puisqu'on est au Maroc, d'accord? Et la banque, elle va, bien entendu, donc transférer l'équivalent en devises à l'étranger. Donc, chaque fois qu'une banque, elle vend des devises, en fait, elle récupère de la monnaie centrale. Donc, en fait, elle a de la base monétaire. Et après, il y a d'autres mécanismes qui sont un peu plus sophistiqués, qui sont, on peut le dire, la principale source de monnaie centrale pour les banques, c'est les emprunts sur les marchés monétaires. C'est-à-dire que lorsqu'une banque, elle va s'adresser à une autre banque pour emprunter de la liquidité, d'accord? Eh bien, elle s'approvisionne en monnaie centrale. Donc, dans tous les pays où il y a un marché monétaire, il y a plusieurs compartiments, donc peut-être on aura l'occasion d'en parler dans les futures séances. Eh bien, lorsqu'une banque s'adresse à une autre banque sur le marché interbancaire pour emprunter de l'argent, en fait, elle a de la monnaie centrale, donc elle a de la base monétaire. Et puis après, il y a un mécanisme qui est, si vous voulez, assez courant pour les banques. C'est-à-dire que si, malgré tous les moyens qui lui permettent d'accéder à cette liquidité, elle n'en a pas suffisamment, eh bien, elle sait très très bien, ou bien un jour, elle se trouve confrontée à un gros problème où elle doit verser une somme d'argent à une autre banque ou bien à un client, et puis elle n'a pas suffisamment de monnaie centrale. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut s'adresser à la banque centrale. La banque centrale, c'est-à-dire la banque des banques, d'accord? Banque Al-Maghrib pour le cas du Maroc, d'accord? Et donc Banque Al-Maghrib, justement, elle va dire à la banque, voilà, je peux te donner tant par jour et tu me donnes des garanties, donc tu me donnes des titres, donc au cas où. Donc si tu ne payes pas, moi je suis en possession de ces titres et donc je peux les vendre pour récupérer mon argent. Donc ce financement auprès de la banque centrale, il y a plusieurs mécanismes, donc je prends le plus courant, eh bien, il permet à une banque commerciale d'avoir de la monnaie centrale. D'accord? Donc, la monnaie centrale, c'est là le point de départ du multiplicateur. Donc, on a dit, sur la base d'une certaine quantité de monnaie centrale, une banque, elle va dire, OK, je dois constituer d'abord, avant d'accorder un crédit, je dois constituer ce qu'on appelle des réserves. Des réserves. Donc, c'est les fameux B et R dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire B, c'est la préférence du public pour la liquidité. Donc, ça, c'est important, c'est-à-dire qu'un client, s'il a de l'argent sur son compte, ben, il a le droit de l'utiliser. On ne lui dira pas, tu n'as pas le droit de tirer plus de. Donc, dans certains pays, donc, quand il y a des crises financières ou des crises monétaires, limiter les retraits des clients. Mais sinon, si vous êtes dans un système libre, d'accord, qui est un système où il n'y a pas de crise, eh bien, un client qui a de l'argent sur un compte bancaire, sur son compte bancaire, il peut le tirer quand il veut. C'est son droit. Donc, euh, alors, donc j'ai dit, donc la banque est là, elle doit constituer ce B. Donc, le B, c'est la préférence du public pour la liquidité. Donc, ça, c'est un concept qui a été développé par Keynes donc, dans les années 30, donc le grand économiste britannique John Maynard Keynes. Et puis après, il y a le petit R. Le petit R, c'est ce qu'on a appelé la réserve obligatoire. D'accord? Alors, cette réserve obligatoire, c'est la politique monétaire qui l'impose. C'est-à-dire, c'est la Banque centrale qui l'impose. D'accord? C'est-à-dire, les banques, elles sont dans l'obligation de réserver, c'est-à-dire de bloquer une certaine somme de leur dépôt, donc de la monnaie centrale, si vous voulez, sur un compte, sur compte à la Banque centrale. Et ce R,
bien sûr, ça fait partie de la réglementation monétaire. C'est parmi les instruments de la politique monétaire. Et donc, une banque, une fois qu'elle a réservé ou une fois qu'elle a mis cette réserve sur son compte, en principe, elle ne peut pas la toucher pendant un laps de temps. Alors au Maroc, elle ne peut pas la toucher pendant 6 mois. D'accord? Si je ne me trompe pas. 6 mois, et au bout de 6 mois, eh bien, la Banque centrale, elle va analyser la situation monétaire du pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de monnaie? Il y a très peu de monnaie? Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il y a une période d'expansion économique, etc. Et en fonction d'un certain nombre de données macroéconomiques, elle va dire, OK, soit je maintiens cette réserve telle qu'elle, et qu'il n'y a rien qui a changé. Et dans ce cas-là, une banque, par exemple, qui a réservé 10%, eh ben, elle a toujours 10% qui sont bloqués à la Banque centrale, elle ne peut pas les toucher. Soit la Banque centrale, elle peut modifier, si vous voulez, cette réserve, soit dans le sens d'une hausse, dans le cas où la Banque centrale, elle veut durcir la politique monétaire, on verra ça après, c'est-à-dire il y a trop de monnaie, il y a trop d'argent qui circule dans l'économie et on voudrait stabiliser l'économie. Donc, dans ce cas-là, on peut élever le ratio, et donc on va dire à la banque, bon, avec 10%, par exemple, vous avez donc 1 million de dirhams, par exemple, et maintenant vous allez mettre 5% de plus. Alors, vous allez garder le 1 million et puis après, vous mettez 15% si vous voulez de vos dépôts pendant 6 mois encore. Ou bien, si la situation économique n'est pas bonne, donc si la situation économique, il y a une récession économique, et donc il y a un repli de l'activité, etc., eh bien la Banque centrale elle va dire, OK, alors on va doper un peu l'économie, et comment on va la doper? On va injecter plus de moyens, on va injecter plus. Comment on va injecter plus d'argent? Eh bien, on va inciter les banques à donner encore plus de crédit aux ménages, aux entreprises, et ils vont commencer à dépenser, en dépensant, bien sûr, eh bien, l'économie, elle va reprendre petit à petit. Et donc, dans ce cas-là, on va dire que la Banque centrale, elle va diminuer cette réserve obligatoire. Peut-être elle va la faire passer de 10 à 5%. Et les 5% excédentaires, justement, les banques, elles peuvent les retirer et puis elles peuvent les donner sous forme de crédit, bien sûr. D'accord. Alors, donc, monnaie centrale, on constitue nos réserves. J'avais donné l'exemple donc la semaine dernière, et vous l'avez d'ailleurs, je l'ai partagé avec vous sur la plateforme. Et puis, une fois qu'on accorde ce crédit, ben, c'est un crédit sans risque, plus ou moins. C'est-à-dire que si on a constitué l'équivalent de quelque chose comme 15% de réserve pour les deux, pour le B et pour le R, eh bien, les 75 qui restent, eh bien, on peut les donner sous forme de crédit à X, bien sûr. Alors, X, à supposer qu'il a un compte auprès d'une autre banque, ben, cet argent, il le reçoit sur son compte bancaire, eh ben, sa banque, elle peut utiliser encore les 75 en faisant le même jeu, en appliquant le même mécanisme. Le B, le R, après l'excédent qu'on a, on peut l'accorder sous forme de crédit, qui va atterrir dans une banque 3, et la banque 3 va faire la même chose, etc., etc. Et on a dit que si, par exemple, on essaie de poursuivre ce processus jusqu'à la fin, eh bien, vous additionnez tous les crédits accordés par les banques, eh bien, ça vous donne une idée sur le maximum qu'on peut donner comme crédit, le maximum de monnaie créée qu'on peut avoir avec une base monétaire de départ. D'accord? Si vous aviez 100 au départ, ben ces 100, bien sûr, ils peuvent donner lieu dans le temps à 300, à 400 de monnaie créée grâce à ce mécanisme de multiplication, bien entendu. Donc, vous les additionnez. Donc, ça, c'est une façon de faire. Si vous avez le temps, vous pouvez prendre un petit exemple et puis vous allez voir au bout de la 10e étape, il n'y a pratiquement plus rien. Donc, en fait, les réserves, elles deviennent nécessaires. Donc, il n'y aura plus que les réserves. D'accord? Eh bien, sinon, il y a une formule de calcul que j'ai partagée avec vous la semaine dernière et j'avais dit, si vous voulez savoir le delta M, c'est-à-dire de combien va augmenter la masse monétaire, combien on va créer, si vous voulez, de masse monétaire supplémentaire, le delta M, d'accord, il est égal à un petit k qui est le multiplicateur du crédit, donc 1 sur B plus R, facteur de 1 moins B, multiplié par le delta H ou delta L, c'est-à-dire la monnaie centrale ou la base monétaire qu'on avait au départ. Et à partir de là, bien sûr, on peut déterminer directement M, qui est l'inconnu, donc qui nous donne, si vous voulez, qui nous permet de savoir combien on a créé de monnaie dans le temps, avec
un delta L, donc une variation de liquidité, donc donnée, j'avais 100 par exemple au départ, avec un petit k, k fois delta L, ben, ça vous donne votre delta M. D'accord? Alors après, je vais essayer donc de revenir un peu à ce mécanisme pour le comparer au deuxième. Alors maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, il n'y a, pas juste une seule façon de faire pour une banque ou de créer de la monnaie. Le multiplicateur, il nous dit, si vous n'avez pas de la monnaie centrale, vous ne pouvez pas accorder de crédit. Le diviseur du crédit, qui en fait, il y avait des économistes qui ont constaté déjà dans certains pays, là, donc vous avez sur l'écran ce Jacques Le Bouvrat, pardon, qui est un Français, il a constaté que dans les années 50, 60, les banques, en fait, elles s'intéressaient pas vraiment à, au delta L, donc à l'excédent de liquidité ou à ce qu'on appelle la base monétaire. Elles n'avaient pas besoin. Il disait que ce qu'il avait constaté, c'est qu'une banque, pour accorder un crédit, n'a pas besoin d'avoir de la monnaie centrale. La banque, en fait, elle faisait l'inverse. C'est-à-dire, elle va d'abord accorder des crédits, parce que les crédits, en fait, c'est une demande de l'économie. Euh, si vous avez une économie qui est prospère, eh bien, les gens, ils veulent consommer. Hein, je ne sais pas, un ménage, donc il veut consommer plus. Il veut acheter une maison, il veut changer sa voiture, il veut meubler sa maison, il veut faire le tour du monde, etc., etc. Une entreprise, elle peut faire la même chose. C'est-à-dire quand l'économie elle est prospère, l'entreprise, elle pense moderniser ses équipements, elle pense investir, acheter peut-être une autre entreprise, etc., etc. Et ce monsieur-là, donc, il avait dit que normalement, une banque, elle commence par la fin. C'est-à-dire, plutôt que de passer ou de partir de la base monétaire pour savoir jusqu'où je peux aller, quel est le volume total de crédit que je peux avoir à la fin, eh bien, la banque, elle va d'abord définir le volume de crédit qu'elle veut accorder, parce que ce volume de crédit, il dépend de la demande de l'économie. Hein. Donc, si vous êtes dans une économie prospère, eh bien, il y aura une demande, et puis il faudrait satisfaire. D'accord? Si l'économie, elle est terne, si l'économie, elle est en crise, ben, il n'y aura pas de demande de crédit. Donc, on ne va pas demander des crédits dans des périodes où ça ne va pas, surtout de la part des entreprises. En période de crise, les entreprises, elles attendent. Donc, elles attendent que les choses soient beaucoup plus claires avant de commencer à emprunter de l'argent, à financer des projets, etc., etc. Et donc, finalement, on ne se souciait pas, dans le mécanisme que le Bouvra allait développer, de delta L. On ne s'intéressait pas à la base monétaire. D'abord, on va essayer de voir combien l'économie, elle veut. On fixe le volume du crédit. Et après, on va voir de combien on a besoin de delta L pour faire face à B et à R. Donc, on est dans un mécanisme complètement donc inversé. Pour le multiplicateur, on avait, oui, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Alors, je vais essayer d'être plus, parce que je suis un peu dérangé. Voilà. Alors, donc on a donc on a dit pour le cas du diviseur de crédit, on commence par la fin. C'est-à-dire, on va dire, je vais donner tant de crédit parce que les ménages le demandent, parce que les entreprises le demandent, parce que l'économie de manière générale le demande, d'accord? Et puis après, je vais essayer de voir qu'est-ce que je dois avoir comme B et comme R pour d'abord faire face à la demande de retrait des clients, donc ce qu'on appelle la préférence du public pour la liquidité, et pour me conformer à la réglementation monétaire. Donc, dans le cas du mécanisme du diviseur, l'inconnu, la variable à déterminer, n'est plus delta M. Delta M, elle est connue. Donc, on va dire, je veux augmenter mes crédits de temps. Donc, j'ai delta M, d'accord? J'ai B, je connais B, je connais la préférence du public pour la liquidité. Je connais R. R est imposé tout simplement par la Banque centrale. Mais par contre, l'excédent de liquidité dont j'ai besoin ou la base monétaire dont j'ai besoin, justement, pour me conformer à la réglementation monétaire, c'est-à-dire pour avoir mon R et pour avoir mon B, eh bien, je vais les faire
que par la suite. Alors ça, c'était un peu révolutionnaire. Et je vous dirai tout à l'heure, parce que en fait, les deux mécanismes, ils se sont développés dans des contextes économiques différents. D'accord? Je parlerai de ça dans un instant. Alors, donc, si on essaye de voir un peu, donc on va dire, ce sont donc les agents non financiers et les banques de second rang, d'accord, qui sont à l'origine de la création monétaire. D'accord? Ce n'est pas la base monétaire qui va alimenter, ce n'est pas la base monétaire qui est en fait la monnaie de la banque centrale qui est le point de départ du processus, mais le processus, il vient directement de l'économie. Les ANF, donc les agents non financiers, c'est les ménages et les entreprises, d'accord? Et les banques, parce que c'est elles qui vont accorder ce crédit, à l'initiative, qui sont le point de départ de la création monétaire. Elles fixent le volume, elles fixent de combien les crédits doivent augmenter et après elles vont se débrouiller pour dire comment on va faire pour constituer notre B et pour nous conformer à la réglementation monétaire, c'est-à-dire constituer le R. Alors, donc dans ce cas-là, la question qui se pose est de savoir euh, est-ce que les banques, elles peuvent le faire sans autre, sans qu'il y ait un contrôle? Elles vont dire, ouais, cette année, je vais accorder 50 milliards de dirhams, l'année prochaine, je vais accorder 70 milliards, etc., etc. Donc, quel est le rôle que joue la Banque centrale dans ce processus? Alors, en fait, la Banque centrale, elle n'est plus au centre du processus de création mondiale. Dans le multiplicateur de crédit, c'est la monnaie de la banque centrale qui est le point de départ. Et donc, c'est la banque centrale qui peut influencer le delta L. D'accord? Quelle que soit la forme que va prendre cette base monétaire, la base monétaire, c'est la monnaie de la banque centrale. C'est la banque centrale qui crée la monnaie centrale. D'accord? Et la banque qui a une monnaie centrale, elle peut s'engager dans un projet de crédit. Ça, c'est le multiplicateur. Dans le cas du diviseur, la question qui se pose, c'est que les banques, elles vont créer de la monnaie en passant juste des écritures comptables, parce que c'est ça en fait. On va dire, Monsieur X, il veut 200 000, donnez-lui 200 000. Madame Y, elle veut 1 million, donnez-lui 1 million. Donc en fait, on va répondre à la demande de l'économie, et puis après, on va se débrouiller pour constituer notre B et pour se conformer à R ou pour constituer le R. Donc dans ce cas-là, la Banque centrale, en fait, elle n'est plus au centre. Mais elle peut conditionner le fonctionnement du système grâce à la réglementation ou bien en agissant sur le coût du crédit. Alors pour l'instant, donc on n'est pas encore dans la banque centrale, ou je ne suis pas en train de parler de la banque centrale, mais je vais juste vous expliquer la chose de manière simple. On va dire, la banque centrale, elle va vous dire, écoutez, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, donnez vos crédits, mais attention, le jour où tu auras besoin de liquidité, eh ben je serai le dernier ressort. C'est-à-dire, quand plus personne ne te donnera de la liquidité qui va te permettre de faire face à la demande de retrait des clients, qui va te permettre donc, de conformer à la réglementation, tu reviendras vers moi, Banque centrale, parce que moi, Banque centrale, je suis le prêteur en dernier ressort, donc il n'y a plus rien après. Donc si tu n'arrives plus à avoir ta base monétaire ailleurs, tu t'adresseras à la Banque centrale et c'est là où je vais te sanctionner. Comment je vais te sanctionner? Je ne vais pas te refuser l'argent dont tu as besoin, parce que la Banque centrale, elle n'a aucun intérêt à bloquer la banque en question qui a besoin de liquidité, parce que si la Banque centrale ne prête pas cette liquidité, eh bien la banque, elle va avoir des problèmes qu'elle-même, elle ne peut pas honorer ses engagements, elle ne peut pas faire face à la demande de retrait des clients, elle ne peut pas payer ses propres dettes qu'elle a contractées auprès d'autres banques, etc., etc. La Banque centrale elle lui dit, je te donne cette liquidité, mais je vais te sanctionner au niveau du coût du crédit. C'est-à-dire que je vais te dire, si tu t'adresses à moi, eh bien, ta base monétaire, en temps normal, peut-être tu vas l'avoir à 3%, mais quand tu es vraiment dans une situation difficile où tu ne peux plus l'avoir ailleurs, moi, je vais te taxer à 10%. D'accord? Donc, en fait, il y a un mécanisme de discipline qui va intervenir. La Banque centrale ne contrôle pas le processus de création monétaire, d'accord? Mais elle va conditionner son fonctionnement. C'est-à-dire, on laisse les banques faire dans un système libre, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous êtes des entreprises, les banques, c'est des entreprises, d'accord? Faites votre travail, donnez les crédits, faites votre travail, accordez des crédits, financez l'économie, créez des moyens de paiement, etc., etc. Mais attention, faites attention à cette
épée de Damoclès, c'est-à-dire cet élément qui permet à la Banque centrale d'avoir toujours un regard sur l'activité des banques. Soit elle peut réglementer, donc ça en fait c'est de moins en moins courant dans un État ou dans une économie libérale, mais par contre on peut influencer le prix du refinancement ou bien ce qu'on appelle le coût du crédit. C'est-à-dire la Banque centrale elle va leur dire chaque fois que vous avez fait des bêtises, des erreurs, vous avez accordé des crédits sans réfléchir parce que vous voulez gagner plus d'argent, etc., etc. Attention, quand vous allez être dans une situation difficile, quand plus personne ne voudrait vous avancer la liquidité dont vous avez besoin, c'est-à-dire la monnaie centrale dont vous avez besoin, la base monétaire dont vous avez besoin, vous serez obligé de revenir vers moi et c'est là où je vais vous dire comment il faut se comporter et donc je vais vous sanctionner avec un coût de refinancement qui est plus cher, tout simplement. Et donc les banques, elles travaillent comme ça, elles disent, on le fait, on est libre, d'accord, mais on fait attention parce qu'il y a toujours la contrainte de la Banque centrale, parce que si on recourt à la Banque centrale et la Banque centrale n'est pas d'accord avec notre politique de crédit, etc., eh bien la Banque centrale, elle va nous facturer, si vous voulez, un coût de crédit qui est plus important. Alors, donc l'élément qui est très très important, hein, à ce niveau-là, quand on parle de comment dirais-je, donc des diviseurs du crédit ou du multiplicateur de crédit, c'est ça en fait, les éléments qui me semblent importants. C'est des éléments de comparaison. Alors, je pense que j'ai déjà donné ça comme question d'examen une fois. C'est euh, c'est quelle est la différence en fait entre les deux mécanismes? Donc la différence, on a dit que le premier élément, c'est que la place de la monnaie centrale dans le mécanisme de création monétaire est différent, dans le multiplicateur ou dans le diviseur. Donc on dit que le statut de la monnaie centrale n'est pas le même. On dit que dans le système du multiplicateur de crédit, elle a un statut de monnaie supérieure. C'est-à-dire, sans la monnaie centrale, tu peux rien faire. D'accord? C'est-à-dire que le point de départ, comme on a expliqué la semaine dernière, de tout le processus de création monétaire, c'est d'abord la monnaie centrale. C'est-à-dire la banque centrale, elle contrôle le processus dès le début. Si elle veut que les banques aient moins ou plus, elle le fait dès le début. D'accord? Et donc finalement, le statut de la monnaie centrale, il est supérieur, d'accord? Et il est exogène. Une banque commerciale, elle ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que avoir plus de monnaie centrale ou avoir moins de monnaie centrale, ça dépend de la politique de la banque centrale. D'accord? Ça dépend de la politique de la banque centrale ou ce qu'on appelle la politique monétaire. Donc, un statut supérieur, sans monnaie centrale, pas de crédit, et qui crée la monnaie centrale, c'est la banque centrale. D'accord? Alors que dans le système de diviseur de crédit, la monnaie centrale n'est rien d'autre qu'un instrument de discipline. La Banque centrale, elle ne contrôle pas la politique du crédit des banques. Elle ne va pas leur dire, écoutez, je vais influencer votre point de départ, c'est-à-dire la monnaie centrale. Elle leur dit, faites ce que vous voulez. Si vous voulez créer des centaines de milliards de dirhams ou de je ne sais pas quoi, faites-le. Mais attention, parce que le jour où vous aurez besoin de monnaie centrale, eh bien moi, je peux vous discipliner. J'ai un instrument de contrainte. Et cette contrainte, c'est une contrainte de coût du crédit, tout simplement. C'est-à-dire, tu peux donner ce que tu veux comme crédit en tant que banque, mais si tu as besoin de monnaie centrale, d'accord, eh bien la banque centrale, elle peut te facturer un coût plus élevé. Mais elle ne va pas déterminer la quantité, elle ne va pas te dire ce que tu fais est bon ou mauvais. Donc, la banque, elle peut, bien sûr, elle est libre, mais elle est toujours contrainte, si vous voulez, par la banque centrale. Donc, dans ce cas-là, on va dire que l'élément le plus important, c'est qu'elle est supérieure, dans le sens, elle est le point de départ, d'accord? Et la banque centrale, elle est au centre, et la monnaie centrale, ou le multiplicateur du crédit, la monnaie centrale, elle est exogène, c'est-à-dire elle est déterminée à l'extérieur, si vous voulez, du processus, parce qu'elle dépend de la banque centrale et non pas de la politique du crédit d'une banque commerciale. Alors que dans le deuxième mécanisme, la monnaie centrale, c'est un instrument de discipline et on va dire qu'elle est
endogène, que le processus de création monétaire n'est pas exogène, mais il est endogène. C'est-à-dire, il dépend des décisions que vont prendre chacune des banques. Qu'est-ce que je vais donner comme crédit, de combien les crédits cette année ils vont augmenter, d'accord? Donc ça c'est une décision interne, en fait elle est endogène, et après on essaiera de se débrouiller pour voir comment on peut avoir le B, c'est-à-dire pour faire face à la demande de retrait des clients essentiellement, et comment, ou bien comment dirais-je, une, euh, euh, une compensation interbancaire négative, ou bien tout simplement pour me conformer à la réglementation monétaire en constituant ce qu'on appelle la réserve obligatoire, le petit R. D'accord? Alors maintenant, le pouvoir de création monétaire par le système bancaire n'est pas limité. Donc en fait, il dépend, ça je parle essentiellement du mécanisme du diviseur. Hein, donc il ne faut pas, donc ça on est dans le mécanisme du diviseur. Là, d'accord? On est dans le mécanisme du diviseur. Donc la création monétaire, même si la banque elle peut accorder les crédits qu'elle souhaite, bien sûr, n'est pas illimitée parce qu'il dépend de leur capacité à consolider des créances, d'accord, et du pouvoir disciplinaire qu'exercent les banques centrales. Alors le pouvoir disciplinaire, on l'a vu, donc c'est ce que je viens d'expliquer. J'ai dit que la banque centrale te dit fais ce que tu veux, mais attention, si tu viens vers moi, eh bien je vais te taxer. Je vais donc te mettre le coût du crédit le plus élevé. Et si je te mets un coût du crédit plus élevé, tu vas penser deux fois avant d'accorder les crédits parce que si moi, Banque centrale, je rends l'accès à la liquidité cher, la banque elle-même, elle va pratiquer des taux d'intérêt plus chers à l'égard des ménages, à l'égard des entreprises, et donc en fait, il y aura moins de demandes de crédit. Donc en fait, c'est ça le processus. Et le deuxième élément, donc j'ai dit, c'est consolider des créances. C'est ça le but de ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé des créances sur le trésor. J'ai dit que les banques, elles veulent avoir elles veulent avoir des titres et surtout des titres publics, d'accord? Et ces titres publics, ce sont des créances qu'elles ont envers l'État. Et une banque, elle sait très bien que si elle accorde un crédit et que tout à coup elle doit faire face à un B plus élevé ou bien un R plus élevé, eh bien, elle sait très bien qu'elle a des titres qu'elle peut vendre à tout moment pour récupérer de la monnaie centrale. D'accord? Donc, en fait, il y a deux déterminants du volume de crédit dans le cadre du mécanisme du diviseur. D'un côté, le pouvoir disciplinaire de la Banque centrale, donc qui reste, si vous voulez, maître du jeu, si vous voulez, mais juste en influençant un peu le coût du crédit. Et le deuxième élément, est-ce que la banque qui accorde des crédits, est-ce qu'elle a suffisamment de titres qu'elle peut revendre sur les marchés, d'accord, pour pouvoir récupérer la liquidité dont elles ont besoin pour se conformer à la réglementation monétaire, bien pour faire face à la demande du client. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc je vous demande de retenir la chose suivante, c'est que dans un mécanisme du diviseur du crédit, la monnaie centrale, c'est le point de départ. On va dire que cette monnaie centrale ou le processus de création monétaire, il est exogène parce qu'il dépend de facteurs externes à la banque, parce qu'il dépend de la banque centrale, donc en fait de la politique monétaire du pays. Okay. Et dans le deuxième mécanisme, c'est-à-dire le diviseur, donc la monnaie centrale, ou plutôt donc la banque centrale, ou le processus, pardon, excusez-moi, le processus de création monétaire, donc la politique de crédit d'une banque, c'est un processus interne. Il est endogène. La banque, elle décide quel volume de crédit je veux accorder, et après, je vais voir combien j'ai besoin de B et combien j'ai besoin de R pour me conformer au comportement des clients et pour me conformer à la réglementation monétaire. D'accord? Donc, dans le premier temps, c'est la banque ne peut pas accorder de crédit si elle n'a pas de monnaie centrale. Par contre, dans le deuxième, elle peut accorder autant de crédit qu'elle veut, mais elle sait très bien que le jour J, quand elle a besoin de monnaie centrale, eh bien, elle serait des fois obligée de s'adresser à la banque centrale, et c'est là où la banque centrale peut contrôler un peu sa politique de crédit, mais donc de manière
de manière indirecte. Donc, deuxième élément, c'est que la monnaie centrale, elle est supérieure dans le premier système, alors qu'elle est seulement un instrument de discipline dans le système du diviseur donc du crédit. Et donc, dans le système du diviseur de crédit, eh bien, la création monétaire des banques, elle n'est pas limitée, donc même si elle est le point de départ, si vous voulez, donc de la création monétaire, elle le détermine en fonction de sa politique commerciale. Donc, il y a des banques qui veulent attaquer des petites entreprises, enfin, accorder des crédits à des petites entreprises. Il y a d'autres qui vont peut-être privilégier les ménages pour qu'ils viennent chercher de l'argent pour acheter des biens immobiliers, pour acheter comment dirais-je, des voitures, donc pour consommer plus à crédit, etc., etc. Mais tout dépend, bien sûr, des titres qu'elles ont à leur disposition, qu'elles peuvent à tout moment vendre pour avoir de la monnaie centrale, d'accord, et bien sûr le pouvoir disciplinaire des autorités monétaires. D'accord. Alors maintenant, je voudrais juste donc aborder donc une petite question qui est très très importante, donc vous n'avez pas sur vos slides, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs donc en parlant de B et de R la semaine dernière et aujourd'hui, eh bien j'ai parlé d'un phénomène qui s'appelle le phénomène des fuites monétaires. Les fuites monétaires. D'accord? Alors, euh, une fuite monétaire, en fait, c'est quoi? On a, en fait, la fuite monétaire, c'est ce qui limite, si vous voulez, le pouvoir des banques à créer de la monnaie, c'est-à-dire à distribuer des crédits, que l'on soit dans un mécanisme de diviseur ou dans un mécanisme de multiplicateur. Toutes les banques, en principe, chaque fois qu'elles accordent un crédit, l'argent qu'elles ont créé, les moyens de paiement qu'elles ont créés, eh bien, elles ne vont pas les garder. Elles ne vont pas garder ces moyens de paiement. Je ne sais pas, vous allez peut-être mettre, je vais essayer de partager un petit truc avec vous. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, on a... Alors, on a un petit truc ici. Alors, excusez-moi, donc j'ai toujours quelques difficultés pour maîtriser un petit peu tous ces outils. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose sur l'écran? Non, monsieur. Non, vous voyez rien du tout. Alors, je vais essayer de... Merci. Je vais essayer de voir comment on peut faire ce petit truc.
Maintenant, vous voyez? Oui, monsieur. Vous voyez le polycopier? Oui, très bien. Oui, monsieur. Alors, c'est ça, en fait. D'accord, merci. Je vais juste essayer donc, de fermer ça. Et là, vous voyez quelque chose? Non, rien. Non, rien du Non. tout. Rien du tout, ok. J'arrive pas à partager cet écran. Hein? C'est pas ça ce que je veux. Bon, alors, je vais essayer juste d'être un peu plus très difficile. Bon, ça va pas marcher. Ok, bon, je vais essayer de faire autrement. Donc, ce que je voulais partager avec vous, je vais vous le mettre sur la plateforme dès que je termine ce cours. Donc, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? En fait, je voulais vous expliquer cette question de fuite monétaire. Euh, et il veut plus. Donc, je voulais vous expliquer un peu cette question de fuite monétaire, donc de manière très très simple. Après, je vais vous donner un petit schéma où je vais distinguer comment dirais-je, donc dans un système monétaire, en fait, il y a donc le système des banques commerciales, c'est-à-dire toutes les banques qui opèrent dans un pays. Je ne sais pas, au Maroc, on a 17 intermédiaires financiers agréés, donc vous les connaissez, BMCE, CIA, Société Générale, Attijari, etc., etc. D'accord. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle le système de la banque centrale. Alors, de manière générale, on va dire la banque centrale, c'est la banque de premier rang. D'accord. Donc, c'est la banque des banques, si vous voulez. Et vous avez les banques commerciales, d'accord, qui s'appellent les banques de second rang. On les appelle les BSR. D'accord. Alors, je pars d'un principe, enfin, je pars donc d'un petit exemple très simple. Si je me situe au niveau du système bancaire, supposons que je suis dans un pays où il y a deux banques. Il y a deux banques. On peut mettre 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, ça ne change rien au raisonnement. Alors, on a deux banques. Supposons qu'on a une banque 1 et une banque 2. OK. Alors, euh, en fait, supposons que une banque, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Une banque, elle gère des comptes de clients. Elle a des clients. D'accord. Alors, si on doit utiliser un peu le langage comptable, on va dire que une banque, elle a un grand livre, les comptes en T, les fameux comptes en T que vous connaissez en comptabilité, et ces comptes avec un débit, un crédit, pour chaque compte, pour chaque client, il y a un compte. D'accord. Alors, supposons qu'une banque, elle va accorder un crédit, d'accord? Elle va accorder un crédit à donc à un client. Décidément, il n'y a rien qui marche ce matin. Franchement, j'ai un gros problème. Tout qui bug. Alors, on va dire ici, on va partager l'écran.
Pas mal. Alors, on va dire, on a une banque qui, elle a un client donc, qui s'appelle C, client 1, si vous voulez. Ce client 1, supposons qu'il lui a demandé 100 unités monétaires. Donc, ça peut être 100 000, 100 millions, ce que vous voulez. Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'elle a décidé d'accorder ce crédit à cette personne, elle va, euh, elle va inscrire le montant sur son compte. C'est-à-dire, C1, il va avoir un compte créditeur. Donc, elle va inscrire le montant du côté du crédit. Donc, si vous prenez un compte en T, débit, crédit, donc la banque, elle va inscrire ce compte au niveau du crédit de ce client. D'accord, 100. Alors maintenant, les 100, en fait, c'est de la monnaie créée. D'accord. Cette monnaie, bien sûr, donc elle continue d'être déposée auprès de la banque 1. Eh bien, la banque, elle peut continuer à accorder des crédits. Elle va dire, bon, c'est 100 qui sont à la base un crédit que j'ai accordé, mais pour moi, c'est un dépôt. Donc, c'est un crédit, c'est-à-dire j'ai créé la monnaie en la mettant à la disposition de ce client, mais ce client, tant qu'il ne bouge pas cet argent, eh bien, pour moi, banque, ça devient un dépôt. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux avec cet argent tant qu'il n'est pas utilisé, bien entendu. D'accord. C'est-à-dire, je vais constituer le B, je vais rentrer un peu dans le cadre de tous les dépôts gérés par la banque et je vais constituer mon B, je vais constituer mon R, etc., etc. D'accord. Maintenant, où les 100 vont poser problème à la banque et qui vont lui permettre de réfléchir deux fois donc avant de faire ce que je viens de décrire, c'est-à-dire accorder ses crédits une fois que la constitué BR, il va dire le client, une fois qu'il a cet argent à la banque, eh bien, il est dans l'obligation, la banque elle est dans l'obligation de lui donner à tout moment. Donc, quand il vient retirer son argent, la banque elle ne peut pas lui dire non. Donc, la banque elle s'expose à un problème de monnaie centrale. C'est-à-dire, dans un premier temps, eh bien, elle a juste inscrit la somme sur un compte. Donc, en fait, elle a juste passé une écriture comptable, d'accord? Mais à partir du moment où le client il veut utiliser son argent, eh bien, la banque, elle se trouve confrontée à un problème de monnaie centrale. Et donc, en fait, elle va être confrontée à un problème de fuite monétaire. Ça veut dire quoi? euh, Supposons euh, on va prendre deux cas. Le client 1, il demande ses 100 unités monétaires cash. D'accord. Donc, dans ce cas-là, la banque, elle doit avoir les 100. Parce que elle a un engagement, parce que maintenant, l'argent, il appartient au client. Elle ne peut pas lui dire, je ne les ai pas. Donc, en fait, elle a une première type de fuite. Elle va perdre cet argent en faveur du client 1. Le client 1, il a des dépenses, il veut utiliser son argent comme il le souhaite. D'ailleurs, la banque, ça ne le regarde pas. D'accord. Une fois qu'elle a accordé ce crédit, bien entendu, eh bien, le client, il est libre, en tout cas, d'utiliser cet argent comme, en fait, comme il le souhaite. Si par exemple il s'agit d'un crédit à la consommation, donc la banque elle ne rentre pas dans les détails. Est-ce qu'il va acheter une voiture ou il va acheter meubler sa maison. Donc là où la banque peut contrôler un peu, c'est quand vous demandez un crédit immobilier. La banque, elle va dire, je te donne ce crédit, pas pour aller le dépenser dans des restaurants, mais tu vas acheter un bien immobilier. D'accord, ça c'est différent. Mais de manière générale, une fois que la banque elle a accordé ce crédit, eh bien le client, il est libre. Donc, elle est exposée à une fuite monétaire, c'est-à-dire une perte de monnaie centrale au profit du client. Alors, il y a un deuxième type de fuite, supposons maintenant que le client, ce client 1, il a aussi un compte auprès de la banque 2, une banque concurrente. Il peut, hein, je ne sais pas, si vous êtes une entreprise, vous allez voir, un jour vous allez travailler dans cette entreprise, ben, une entreprise, elle a des comptes dans plusieurs banques. D'accord, donc 3 à 4 banques, parce que chaque banque, elle va lui donner des facilités de paiement, des crédits, etc., etc. Alors, supposons que ce client, il a dit, bon, moi, je ne veux pas de ce cash, eh bien, je veux tout simplement que ma banque 1
transfère la moitié auprès de la banque 2. D'accord? Dans ce cas-là, la banque, elle va s'exécuter. Donc, j'avais parlé de ça la semaine dernière. Et donc là, l'opération, bien sûr, elle ne se traduit pas par un retrait de la part du client. Le client qui débarque auprès du guichet de la banque pardon, il lui demande donnez-moi mes 100. D'accord? Dans ce cas-là, la banque, elle va dire OK, il n'y a pas de problème, mais on va le faire auprès de la banque centrale. Donc, c'est là où la banque centrale va intervenir. Alors, donc, la banque centrale, qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit elle va exécuter les ordres donc des banques. Il y a une banque qui est maintenant débitrice, c'est la banque 1, et il y a une banque qui est créancière, c'est la banque 2, parce que c'est la banque 2 qui doit recevoir cet argent, parce que le client 1, il a un compte auprès de 1, banque 1, et auprès de la banque 2. Donc, il y a un phénomène de compensation. Donc, la banque 1, elle va perdre la moitié, c'est-à-dire 50, en fait, au profit de la banque 2, une compensation interbancaire négative, c'est une deuxième fuite monétaire. C'est une fuite monétaire, c'est-à-dire la banque 1, elle a perdu de la liquidité, elle a perdu de la monnaie centrale, elle a perdu de la base monétaire au profit de la banque 2. Donc, c'est une fuite monétaire. Alors, les deux premières fuites monétaires, elles sont évaluées par B, le petit b, le coefficient b. C'est-à-dire que chaque banque, elle doit déterminer son B en fonction du comportement de ses clients. Et le B, il mesure le niveau des fuites monétaires auxquelles est exposée la banque, c'est-à-dire le risque de perdre de la liquidité au profit des autres. D'accord. Alors maintenant, s'il s'agit il y a des fuites qui sont en fait provoquées par la réglementation monétaire. R est une fuite aussi. C'est-à-dire que les banques qui composent un système monétaire, elles sont dans l'obligation de respecter le R. Donc ça, c'est pas une préférence. La préférence pour la liquidité, chaque banque, elle peut avoir le B qu'elle veut. Il y a des banques qui vont dire, ah mais il n'y a pas de problème, moi je vais le faire tendre vers zéro, parce que les clients que j'ai, c'est des clients avec des comptes très stables, il n'y a pas beaucoup de retraits, etc., etc. Ou bien, on peut avoir aussi d'autres types de banques qui, elles ont affaire à des clients qui ont donc il y a beaucoup de mouvements au niveau de leur compte et dans ce cas-là, la préférence pour la liquidité, elle va être très élevée. Le risque pour qu'une banque perde de la liquidité, il est élevé pour la deuxième banque que pour la première, qui gère des comptes plus stables, etc. R, c'est une fuite monétaire, mais organisée par la réglementation. C'est-à-dire, c'est la réglementation qui va te dire quel est le montant de ta base monétaire, c'est-à-dire de tes dépôts de manière générale, qui alimentent en principe les crédits, quel est le montant que tu dois avoir sur votre compte auprès de la Banque centrale. Donc en fait, là aussi, il s'agit d'une fuite, mais c'est une fuite qui est imposée par la réglementation monétaire, donc la réserve obligatoire est une fuite monétaire, c'est une manière pour une banque tout simplement de perdre de la liquidité. Et donc, les fuites monétaires, ok, constituent la limite suprême de tout pouvoir de création monétaire par une banque. C'est-à-dire une banque est libre, que ce soit dans le premier système ou dans le deuxième, c'est-à-dire dans le système du diviseur ou dans le système du multiplicateur, et le système du diviseur, mais elle a toujours en tête cette question de fuite monétaire. C'est-à-dire que si on doit donner un exemple qui est irréel, si on est dans un pays où il y a pas de système monétaire, c'est-à-dire il n'y a pas de banque, il n'y a pas deux banques, donc déjà deux banques, il faut qu'il y ait un système, c'est-à-dire chapeauté par une banque centrale, etc., etc. Mais si vous êtes dans un pays où il y a une banque, une seule banque, et donc tous les opérateurs économiques ou tous les citoyens de ce pays-là, s'ils veulent accéder à des moyens de paiement, ils sont dans l'obligation d'avoir un compte auprès de cette banque. Supposons qu'on est dans un pays communiste, d'accord, pouvoir unique, occurrence, eh bien on va dire on va créer une banque et cette banque, en principe,
tous ceux qui veulent des moyens de paiement, tous ceux qui veulent des crédits, tous ceux qui veulent participer au système de l'échange, ils sont dans l'obligation d'être clients chez nous. Dans ce cas-là, le pouvoir de cette banque en matière de création monétaire, il est illimité. C'est-à-dire, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut créer des centaines de milliers, de milliers, de milliers, de milliers, de milliards de monnaies sans qu'elle soit exposée à un problème de fuite. Parce que le système, parce que le modèle est un modèle fermé. D'accord? C'est-à-dire, tout le monde a un compte auprès de la banque, et donc quand on fait des paiements, eh bien, l'argent, il va tourner dans un cercle fermé. C'est-à-dire, C1, il va payer C2, qui est client auprès de la même banque, C2, il va payer C3, qui est client de la même banque, C3, il va payer le client 10, qui est client de la même banque, le client 10 paye C1, qui est client de la même banque, etc. etc. Donc, si on est on n'est pas dans un système déjà, il y a au moins deux banques avec une banque centrale qui va chapeauter tout le système, qui va contrôler tout le système. Dans ce cas-là, il y a le problème des fuites et donc une banque ne peut pas faire ce qu'elle veut. Par contre, si vous êtes dans un modèle où il y a une banque, c'est un modèle théorique, hein, donc juste pour expliquer un peu jusqu'où on peut aller en matière de création monétaire, eh bien, si vous êtes dans un modèle à banque unique, et puisque tout le monde, tous ceux qui veulent participer à l'échange, ils veulent avoir des moyens de paiement, et pour avoir ces moyens de paiement, ils sont dans l'obligation d'avoir un compte auprès de cette banque, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'argent, il va tourner au sein de cette même banque. C'est-à-dire, il va tourner dans un cercle fermé. Et dans ce cas-là, la banque, elle peut passer autant d'écritures comptables qu'elle le souhaite. Elle peut créer autant de monnaies scripturales qu'elle le souhaite sans qu'elle soit exposée à ce problème des fuites monétaires. Mais dès qu'on a une notion de système monétaire, c'est-à-dire dès qu'on introduit au moins deux banques qui doivent travailler avec les clients, qui doivent créer des moyens de paiement, qui doivent donc accorder des crédits, eh bien, les banques en question, ils vont se trouver exposés à ce problème de fuite monétaire. Et ce sont les fuites monétaires qui constituent la limite suprême du pouvoir de création monétaire par les banques. D'accord? Une banque, une fois qu'elle opère dans un système, elle se trouve exposée aux fuites monétaires. Et ces fuites monétaires, elles sont dues au fonctionnement même du système. Donc un système, le libre fonctionnement du système veut que les clients qui ont de l'argent auprès de la banque, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent le tirer ce qu'ils veulent. Donc en fait, ça expose la banque à une fuite monétaire, c'est-à-dire la banque, elle perd de la liquidité au profit d'autres opérateurs du système. Et dès que on est dans un système, eh bien les fuites, elles peuvent être organisées aussi par la banque centrale. Par la banque centrale. La banque centrale, dans le cadre de sa politique de gestion de la masse monétaire dans un système économique, eh bien, elle est dans l'obligation d'avoir des instruments pour contrôler le niveau de cette masse monétaire. Et donc, comment elle le contrôle? Entre autres, hein, donc elle le contrôle à travers ses réserves monétaires, et les réserves monétaires ou les réserves obligatoires, elles sont une autre de fuite monétaire. Donc, la fuite, qu'elle soit organisée ou qu'elle soit due au libre fonctionnement du système bancaire, c'est la limite suprême de tout pouvoir de création monétaire par une banque. D'accord? Donc, la monnaie, elle est créée, la monnaie, elle est produite, on a dit au début de ce chapitre, bien entendu. Le système bancaire, c'est lui qui crée cette monnaie à travers le crédit, mais le système bancaire, que ce soit dans un système de diviseur ou dans un système de multiplicateur, il n'est pas libre de créer la quantité qu'il souhaite, parce que la quantité qu'il souhaite, elle va dépendre du niveau des fuites monétaires. Et ces fuites monétaires, elles sont mesurées par le B et par le petit r. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être très très long parce que j'ai mal à la tête. Donc je ne vous cache pas, c'est très très dur des fois. Et puis j'ai un autre cours, donc à partir de 10h, 10h15, donc j'aurai juste le temps de boire un café. Donc je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, parce que vous avez vu, j'ai changé un petit peu donc au niveau de la plateforme, les différents instruments que je mets à votre disposition, donc les différents documents que je mets à votre disposition. Donc chaque cours, il est enregistré avec la date.
D'accord, donc pour réviser, bien entendu. Et puis après, j'ai créé un dossier où j'ai mis un peu les lectures. Vous avez le petit polycopier, donc qui sert de base à l'animation. Donc vous l'avez dans ce dossier, c'est marqué le dossier nouveau dossier ou quelque chose comme ça, vous le trouvez sur la plateforme e-learning. Et puis vous avez les 5 ou les 6 articles que vous êtes obligé de lire. Alors maintenant, je vous ai balancé tous ces articles, mais chaque fois, je vous mettrai sur en dessous du cours l'article à lire. D'accord? Donc, vous allez voir que des fois, je me répète. Hein, donc, voilà, c'est comme ça. Vous avez le dossier. Donc, ça, c'est la matière du cours, si vous voulez. Et puis après, pour chaque cours enregistré, vous aurez le ou donc l'article à lire. Des fois, il n'y a rien à lire, hein, bien entendu. Des fois, vous pouvez avoir un petit exercice comme donc je vous l'ai mis, donc je vous ai mis un petit exercice sur la création monétaire que j'essaierai de corriger la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, bien sûr, donc comme je vous l'ai dit, donc je vais vous mettre quelques exercices à faire juste parce qu'il faut que vous restiez dans le cours. Hein, donc il ne faut pas laisser matière et puis dire voilà donc le cours il est enregistré, je vais laisser jusqu'au mois de janvier pour commencer à préparer. Donc il n'y a pas de secret. Vous travaillez régulièrement, le succès sera au bout du chemin, ça c'est sûr. Il y a des gens peut-être qui sont intelligents, qui n'ont pas besoin de travailler beaucoup pour réussir, mais moi je vous conseille de travailler cette matière petit à petit chaque semaine, bien sûr, et c'est comme ça qu'on travaille à l'université, c'est comme ça qu'on réussit des examens donc à un niveau universitaire. Donc, la semaine prochaine, je vais vous préparer quelques exercices, peut-être soit des questions ouvertes. Je vais voir donc c'est des QCM ou bien des vrais faux, ou bien des fois même une question donc ou deux ou trois questions des anciens examens. Donc, je peux mettre à votre disposition des questions que j'avais posées dans d'autres examens et vous les faites à tête reposée. Vous aurez un retour, donc il y aura toujours un corrigé peut-être au bout d'une semaine sur ces exercices. Et puis voilà. Donc le cours, il sera enregistré, d'accord, et vous pouvez le visionner. Si jamais, donc, vous pouvez toujours m'envoyer des petits chats, donc, mais pendant le cours, hein, parce que des fois, je suis un peu pris pendant la semaine, et donc je vous demande si jamais, des fois, pendant le cours, je peux même vous laisser 10 minutes, un quart d'heure pour me poser des questions, donc sur le chat, et puis je peux y répondre. Répondre aux questions qui ont déjà été traitées la semaine d'avant. Donc, n'hésitez pas, d'accord? L'essentiel, il faut que ce message ou ce cours passe dans de bonnes conditions et puis que vous soyez donc au point justement pour passer votre examen donc d'ici le mois de janvier. Donc, je pense d'ici la fin janvier, Inch'Allah. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée et puis je vous souhaite aussi beaucoup de plaisir et reposez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci, monsieur. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.